c'est dans cet esprit que je demande à Christian Mignot, donc, qui est directeur technique d'Europe Physique et Modélisation chez Michelin, qui a répondu tout de suite favorablement à cette question, de bien vouloir nous rejoindre sur la contribution du véhicule et du pneu sur le bruit routier, ainsi que Thomas Antoine, également, qui est ingénieur en acoustique, expert en bruit et vibration chez Renault. Voilà, donc on a Michelin d'un côté, Renault de l'autre, et voilà, on va donc trouver des solutions, on va vous les expliquer, on va présenter les problèmes, et on va y trouver des solutions. Merci à vous d'être venus cet après-midi pour nous parler de tout cela. Alors, un micro, voilà, c'est à bâton rompu. Qui démarre? Qui veut partir le premier? Allez, voilà. Bonjour à toutes et à tous. Alors moi j'ai préparé un petit support de présentation et ben voilà, que je peux dérouler en 15 minutes, disons, pour engager la discussion si vous êtes d'accord. Tu préfères t'installer au pupitre alors? Tu seras mieux là-bas. Et si vous pouvez passer au slide suivant. Alors je vais commencer par un slide de bruit par if. Donc c'est un clin d'œil à Olivier Blond pour parler du bruit qui est lié au trafic routier et pour dire que c'est une problématique de santé publique. Alors je vais surprendre personne dans la salle, je pense que vous êtes très au fait de ce sujet. Mais si on prend quelques exemples, on a 90% de la population d'Île-de-France qui est exposée à un seuil supérieur aux recommandations de l'OMS. Donc ça, c'est des données bruit par if. Alors le slide est sûrement trop petit pour que vous voyez quelles sont les recommandations, mais vous me ferez confiance sur le niveau absolu. Et on constate qu'il y a environ 100 000 années de bonne santé ou années de vie qui sont perdues tous les ans en Île-de-France à cause de la problématique du bruit. Donc tout ça simplement pour dire que le bruit, c'est une problématique sociétale qui a aussi des impacts très forts sur la santé. Alors si on peut passer au slide suivant. Maintenant, je vais parler du pneu, parce que vous pourriez vous dire pourquoi Michelin s'intéresse à ce sujet. En fait, chez Michelin, on est très engagé sur les problématiques de bruit et je vais vous expliquer pourquoi. Mais pour pouvoir vous expliquer ça, je vais dire quelques mots sur le pneu, comment ça fonctionne. Alors, quand on parle du pneu, on pense d'abord à un objet noir, rond, un peu mystérieux, en caoutchouc, qui a trois fonctions, porter la charge du véhicule, guider le véhicule et transmettre les efforts. Donc ça, c'est les fonctions principales auxquelles on pense, mais il y a énormément d'autres fonctions que le pneu doit remplir, notamment tout ce qui concerne le comportement, pour s'assurer que le véhicule est stable. Ce qui concerne l'économie, en fait, il y a des pneus qui durent plus ou moins longtemps que d'autres selon l'usage, donc ça a un impact sur le portefeuille de nos clients et aussi sur la planète, notamment vis-à-vis de l'utilisation des matières premières. Sur la sécurité, évidemment, les distances de freinage, sur l'endurance des pneumatiques, aussi sur l'environnement. Je parlais de l'utilisation des matières premières. Le niveau de résistance au roulement va aussi jouer sur les problématiques d'environnement où on va émettre plus ou moins en fait, de polluants parce qu'on va consommer plus ou moins d'énergie lorsqu'on fait rouler les véhicules. Et enfin, le bruit confort. Hein. Donc le pneu joue un rôle primordial dans toutes les problématiques de bruit à la fois dans le véhicule, donc bruit et vibration pour le confort des passagers, mais aussi à l'extérieur du véhicule et c'est bien l'objet de notre échange aujourd'hui. Donc si on passe au slide suivant, j'ai simplement... je ne vais pas passer beaucoup de temps là-dessus, mais c'est simplement pour rappeler que le pneu, c'est un produit qui est relativement complexe. Il y a 200 matériaux dans un pneu, et ce n'est pas seulement du caoutchouc qu'on injecte dans un moule, et puis comme les pneus sur Lego, c'est un procédé de fabrication qui est beaucoup plus complexe. Et comme j'essayais de l'expliquer précédemment, le pneu répond à un grand nombre de fonctions, et on cherche à faire un compromis parmi toutes ces fonctions qui est le plus intéressant pour nos clients et pour la société. Donc si on passe au slide suivant, je vais faire un petit point très rapide sur pourquoi les pneus font du bruit, en fait. Alors d'abord, ce que je voulais dire, c'est que les pneus ne font pas de bruit en tant que tel. On parle toujours d'interaction bruit-chaussée. Donc en fait, quand on parle de bruit routier, il y a une partie qui est liée au bruit de roulement, et c'est bien la combinaison du pneu et de la chaussée qui provoque le bruit. Et ça se fait à travers un phénomène qui est dit d'excitation. En fait, vous pouvez imaginer le pneu comme un instrument de musique. Vous venez taper dessus, ça va générer un bruit un peu comme un tambour. Eh ben, c'est la même chose avec un pneu. En fait, quand il roule sur la route, la rugosité du sol, donc le fait que le sol soit plus ou moins lisse, ça va venir exciter le pneu, ça va venir le mettre en vibration. Il y a un certain nombre d'ondes qui vont se propager dans le pneu et qui vont mettre l'air en mouvement et générer du bruit. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la phase d'excitation. Ensuite, il y a une phase dite de réponse. En fait, selon la qualité du pneu, la manière dont il est conçu, il va amplifier ou diminuer en fait, ce niveau d'excitation. Et ensuite, on a une propagation aérienne, donc en couplage avec le véhicule. Là, je vous ai montré une image d'une onde acoustique là, que vous voyez sur le slide. Et on aura une propagation
dans l'air qui va se coupler avec le véhicule. Et là, la route va jouer un rôle aussi très important parce qu'on a des routes qui sont plus ou moins absorbantes et qui vont plus ou moins absorber les ondes sonores et donc contribuer à la diminution du bruit. Et enfin, la perception, c'est ce qu'on expérimente tous quand on se tient au bord d'une route, on entend le bruit. Donc si on peut passer au slide suivant. Comme je disais, le pneu, c'est une question de performance. Et l'objectif des manufacturiers de pneus, c'est de progresser sur notre compréhension technique et scientifique de ce qui fait la performance des produits pour améliorer le niveau de performance. Mais à un niveau de compréhension technique et scientifique, on doit faire des choix de conception et privilégier certaines performances par rapport à d'autres. Là, j'ai cité quelques exemples pour fixer des ordres de grandeur sur le slide pour expliquer quel est l'impact de 1 décibel. Donc ce matin, on parlait beaucoup des valeurs absolues et on se disait que le décibel n'était pas la réponse à tout, mais c'est une mesure objective qui permet de mesurer la contribution du pneu. 1 décibel de bruit, ça se traduit par 10% d'adhérence sur sol mouillé ou 20% d'hydroplanage. Concrètement, ça veut dire que pour améliorer le bruit d'un pneu, donc dans le contact pneu-route de 1 dB, il faut augmenter la distance de freinage de 10%. On peut prendre le problème à l'envers, augmenter le bruit de 1 dB, ça permet de freiner 10% plus court. Et le métier du manufacturier de pneus, c'est de jouer avec ces compromis en fait, dans la conception des produits. Un autre compromis qui est très important à avoir en tête, c'est que 1 dB de bruit, c'est environ 5% d'usure et c'est à peu près 3% de résistance au roulement. Donc c'est-à-dire qu'on fait des choix entre la durée de vie des pneus et le niveau de bruit qu'ils vont provoquer. Et vous avez aussi un autre compromis sur ce qu'on appelle la rigidité de dérive, donc c'est l'agrément de conduite en fait. Donc il y a aussi un compromis entre l'agrément de conduite et le niveau de bruit émis par les pneus. Mon message, c'est pas de vous dire il est impossible de faire des pneus silencieux, parce que c'est ce à quoi on s'emploie chaque jour, c'est simplement d'expliquer que c'est aussi une question de choix parmi un certain nombre de problématiques, et notamment des problématiques environnementales qui touchent la résistance au roulement, donc la consommation d'énergie, l'usure, donc la consommation de matières premières, et aussi l'émission dans l'air de particules d'usure. Donc si on peut passer au slide suivant. Il faut aussi savoir que dans le domaine du bruit de roulement, il y a un certain nombre de réglementations qui ont été mises en place pour diminuer le bruit de roulement. Donc tous les manufacturiers de pneus et de véhicules doivent répondre à un certain nombre de réglementations pour contenir le niveau de bruit. Et vous avez peut-être, pour certains d'entre vous qui achètent des pneus, constaté qu'il y a un labelling, en fait. Comme pour les frigos, quand vous achetez un pneu, vous avez une étiquette qui vous donne le niveau de bruit du pneu sous forme d'ondes sonores pour sensibiliser le grand public à la performance des produits et aux problématiques de bruit. Le deuxième point important, c'est que la mobilité est en train de se transformer, comme vous le savez tous. On a une électrification du parc qui est de plus en plus forte. Et dans ce cadre-là, la part du bruit lié aux pneus et à la chaussée devient prépondérante par rapport à la motorisation. Aujourd'hui, on estime, alors c'est une moyenne bien sûr, mais qu'environ 80% de l'interaction pneu-chaussée, enfin 80% du bruit de roulement routier est lié aux pneus et à la route. Donc c'est juste pour dire que c'est quand même le paramètre qui est aujourd'hui le plus influent. Et le dernier message de ce slide consiste à dire que le pneu a joué et continuera à jouer un rôle de diminution du bruit avec un effet qui est limité par les paramètres que j'expliquais précédemment. Si on peut passer au slide suivant. Donc il existe un certain nombre de leviers de réduction et l'objet de mon discours aujourd'hui, c'est pas de faire de la politique ou de souligner certains leviers, mais c'est simplement pour fixer des ordres de grandeur. Si on se dit qu'on cherche à réduire le bruit urbain de 1 dB, il y a tout un tas de possibilités qui s'offrent à nos décideurs. Une première possibilité, c'est de limiter la vitesse en fait. Diminuer le bruit de 1 dB, ça correspond à une diminution de la vitesse de 10 km/h si les vitesses sont faibles ou de 20 km/h si les vitesses sont élevées. Donc là, les données que je montre sur ce slide sont issues de simulations qui ont été faites par Michelin et qu'on va rendre plus robustes avec une étude externe avec Acousité. Le deuxième point sur lequel on pourrait jouer, c'est le revêtement routier, en fait. Comme je vous l'ai dit, la rugosité de la route joue sur le bruit émis par le pneu, et 0,7 mm de rugosité moyenne, ça correspond à environ 1 décibel et demi. Donc c'est considérable, 0,7 mm, ça correspond à 1 décibel à peu près. On peut aussi diminuer le trafic routier. En fait, 1 dB, ça correspond à peu près 20% du volume de trafic routier. Et sur la partie en bas à droite du slide, j'ai mis un terme un peu barbare. Là, je parle de seuil R117. C'est le règlement auquel je faisais référence. Donc, il y a un règlement qui vient limiter le bruit des pneus. Limiter le bruit des pneus à travers le règlement de 2 dB, ça se répercute environ à 1 dB dans un environnement urbain, pour plusieurs raisons, en fait.
L'une des raisons, c'est qu'il n'y a pas que le bruit des pneus qui joue dans l'environnement urbain. Et une autre raison, c'est que ces mesures prennent du temps à agir, en fait, parce que quand on vote un règlement, il faut qu'il rentre en application. Et ensuite, les pneus qui sont mis sur le marché ne concernent pas la totalité du parc. En fait, la totalité des voitures qui roulent ne sont pas neuves. Donc, c'est des mesures qui mettent du temps à se mettre en place. Et entre le moment où on vote un règlement et où il délivre toute sa puissance sur le marché, il peut y avoir 7 à 10 années qui s'écoulent. Donc, notre conviction, c'est que pour réduire le bruit, il faut nécessairement passer par une approche holistique de toutes les sources de bruit dans l'environnement urbain. Alors sur le slide suivant, s'il vous plaît. L'idée de ce slide, c'est simplement, de manière très simple, de parler de la route, en fait. En ce qui concerne l'adhérence et le bruit, il y a 2 paramètres qui sont clés pour la route. C'est le niveau de rugosité et le niveau d'absorption acoustique. Et le niveau de rugosité, alors si je vous dis il faut faire des routes lisses pour faire moins de bruit, peut-être que vous allez vous dire, oui, mais les routes lisses, c'est glissant. Et en fait, ce n'est pas si simple parce que le niveau de rugosité, il concerne plusieurs échelles. Il y a ce qu'on peut voir avec nos yeux, et là on voit la rugosité de la route à l'échelle du millimètre, et il y a une rugosité qui est vraiment à des échelles beaucoup plus faibles, du micromètre, qu'on ne sait pas voir à l'œil nu, mais qui a un impact considérable sur le niveau d'adhérence. Tout ça pour dire qu'une route lisse, en fait, elle peut aussi être très sécuritaire, avoir un bon niveau d'adhérence. Et je suis désolé, là, vous ne voyez pas la partie droite du slide, mais sur ce slide-là, vous voyez le niveau de bruit pour un certain nombre de pneus Michelin. Donc on a testé une douzaine de pneus Michelin sur différentes pistes pour regarder quelle était la différence entre différents pneus sur différentes routes pour voir l'effet comparatif du pneu et de la route. Donc vous ne le voyez pas très bien, là vous allez devoir me croire sur parole, mais quand on est sur une route lisse, entre des pneus, on peut voir des écarts jusqu'à 4 dB, j'ai envie de dire entre guillemets, entre un pneu très performant et un pneu peu performant. Quand on est sur une route rugueuse, la dynamique entre les pneus diminue. On voit plutôt un écart de 1 dB environ. Et ce que vous pouvez constater, là vous voyez sur slide, quand vous allez sur la partie droite, le niveau de rugosité de la route augmente. Et plus la route est rugueuse, plus la combinaison de la route et du pneu fait un bruit élevé. Et là, l'ordre de grandeur, c'est environ 6 à 10 dB. En fait, c'était cité tout à l'heure par Olivier Blond. Donc tout ça pour dire que la route joue un rôle très important. Et si vous pouvez passer au slide suivant, s'il vous plaît. Ah, j'ai un pointeur, mais merci beaucoup, c'est un peu tard. Et j'arrive à la fin de la présentation. Donc, comme je vous le disais, en fait, on peut avoir des routes qui sont lisses et qui sont adhérentes. Et il faut aussi savoir que quand on rénove une route, la route vit sa vie et va évoluer, en fait. Et quand une route évolue avec le temps, le revêtement se détériore et ça augmente la macro-rugosité. Donc ça veut dire qu'une route, au cours de sa vie, elle devient de plus en plus bruyante. Et le deuxième point que je voulais souligner, je vous parlais d'absorption acoustique, donc la capacité de la route à absorber les ondes sonores et à contribuer à la réduction du bruit. C'est aussi quelque chose qui se dégrade dans le temps, en fait, parce que dans la route, il y a des particules d'usure qui viennent se loger dans les macro-rugosités. Il y a des particules de sable, et ça vient diminuer l'absorption. Et aussi, au cours de la vie de la route, on affecte le freinage, hein, puisque quand on vient user la micro-rugosité, donc la rugosité qui n'est pas visible à l'œil nu, et ça contribue à diminuer le niveau d'adhérence. Donc notre conviction, hein, c'est que plus une route vieillit, plus elle fait de bruit, et donc il faut rénover nos routes. Et je pense que je suis au dernier slide de la présentation. Donc, merci pour votre attention. L'idée, c'était simplement de fixer quelques ordres de grandeur sur le bruit routier pour amorcer la discussion. Merci pour cette présentation. Et il faut quand même, c'est important de rappeler, je le redis, 10 décibels, ça correspond effectivement à une sensation doublement de sensation sonore, c'est 10 décibels. Beaucoup de gens me disent 3 décibels, non, c'est pas 3 décibels. 10 décibels, c'est 2 fois plus fort, ou 2 fois moins fort. Et on va de 40 à 50 à 60, 70, et chaque fois, on monte 10 décibels et on a une impression de 2 fois plus fort. Donc quand vous dites effectivement que vous étiez quasiment dans la version la plus catastrophique, quasiment à 10 décibels de différence selon l'état de la route et l'état du pneu, c'est considérable. C'est 2 fois plus fort. Tout ça est très clair. Tout ça est très clair. Est-ce qu'il y a des questions qui veulent être posées tout de suite, là, à chaud, précisément, avant que n'intervienne notre ami de Renault? Oui. Quand vous parlez d'usure de la route, c'est une usure dans le temps naturelle. Quid des travaux et de la génération
de chaussées qui sont complètement déformées, en centre-ville notamment, hein, on connaît tout ça, avec aussi les bouches d'égout, etc. L'effet là-dessus, d'un point de vue général sur l'impact sonore d'une zone, doit être non négligeable, je suppose, et peut-être mesuré. Alors merci pour la question. Alors je ne saurais pas répondre précisément parce que je ne suis pas un spécialiste de la route, mais c'est clair que les zones de travaux, quand on vient mettre des patchs sur la route, quand il y a des discontinuités, en fait ça génère du bruit de manière plus importante. Par contre, je n'ai pas de données objectives à vous donner, mais je suis d'accord avec votre commentaire. Est-ce que le pneumatique, il a beaucoup évolué sur 10 ans? Alors la réponse est oui. Il y a eu énormément d'évolutions technologiques dans le domaine du pneu et qui ne sont pas forcément visibles parce que le pneu est toujours resté rond et noir. Donc en fait, quand vous regardez un pneu aujourd'hui ou il y a 10 ans, vous avez l'impression que c'est le même. Par contre, en termes d'évolution de performance, il y a eu des gains colossaux en fait. En termes de bruit, on a gagné plusieurs dB entre un pneu qui a 10 ans et un pneu qui est mis sur le marché aujourd'hui. L'ordre de grandeur, ça doit être environ 4 ou 5 dB en moyenne. Donc c'est des progrès qui sont considérables. Et il y a aussi des progrès sur toutes les performances. En fait. Il y a eu des progrès en usure et aussi en résistance au roulement, en fait, qui est un sujet qui nous intéresse beaucoup et qui est aussi lié à la rugosité du sol. Hein. Il y a eu des progrès colossaux sur la résistance au roulement. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire, donc 10-15 ans après, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il y a chez Renault, en fait, une prise de conscience de cette notion de bruit liée effectivement à la vente, tout simplement, du pneu, autrement dit, sa capacité à être effectivement distribué au niveau national et international. Est-ce que c'est un facteur véritablement de développement, effectivement, aujourd'hui chez Michelin? Il y a plusieurs parties dans votre question vis-à-vis de l'acte d'achat en fait, de nos clients. Je parlais tout à l'heure du labelling. Donc aujourd'hui, le niveau de bruit d'un pneu, c'est une information qui est disponible quand vous achetez un pneu. Donc vous achetez sûrement pas des pneus tous les jours, mais si vous vous rendez dans une concession ou chez un vendeur de pneus, vous avez l'information objective, donc avec ses limites tout de même, du niveau sonore. Donc quelque part, c'est certain que ça influence la décision d'achat. Le deuxième point, c'est là je me retourne vers Thomas-Antoine de Renault, on a aussi le confort dans l'habitacle. En fait. Quand on parle de bruit, les gens font parfois la confusion entre le bruit intérieur, le bruit extérieur. Quand on voit l'étiquette sur le pneu, on ne sait pas nécessairement de quoi on parle. Mais on travaille vraiment avec un bon niveau de proximité avec les constructeurs automobiles pour diminuer le bruit des pneus à l'intérieur de l'habitacle. Donc, on pense que c'est important pour les consommateurs et je pense que tu confirmeras ce que je dis. Donc il y a bien ces deux aspects en fait. Il y a le bruit intérieur, le bruit extérieur et on travaille en lien avec les constructeurs automobiles et aussi pour nos clients finaux. Et la dernière partie de ma réponse, c'est un enjeu sociétal. Hein, comme je le disais tout à l'heure, on est conscient de notre responsabilité sociétale et on veut progresser en fait et tirer la communauté technique et scientifique et l'industrie vers des produits qui font moins de bruit. Donc c'est aussi cet enjeu sociétal qui dirige notre action. Encore une question, oui, peut-être. Oui, bonjour. Ça m'intéresse de savoir que vous êtes impliqué dans la responsabilité sociétale des entreprises et aussi le fait que vous travaillez avec vos partenaires, notamment dans les constructeurs de véhicules. Je me posais la question si vous travaillez aussi avec les collectivités qui posent les routes, puisqu'il y a un rapport direct entre le pneu et la route. Et notamment, donc, bon, j'ai bien compris que plus les routes donc, sont lisses et moins il y a de bruit. Est-ce que par ailleurs, donc, dans l'optique d'une responsabilité sociétale de l'entreprise, vous travaillez aussi à la perméabilité de la route et au fait donc qu'elle puisse contribuer aussi à un environnement plus sain en permettant à l'eau de pénétrer dans l'enrobé? Thomas-Antoine, je crois, va pouvoir, ça rentre tout à fait dans la suite de l'exposé. Je voulais reprendre un peu de recul. Enfin, ce qu'a présenté Christian, là, c'est la situation acoustique globale en France. Vous savez, peut-être qu'elle a été chiffrée par l'ADEME en coût social du bruit à 146 milliards d'euros, dont 81 qui proviennent du bruit routier. Donc en bon acousticien, il faut toujours travailler la source principale. Vous savez, donc on prend 81 sur 146. C'est sur ça qu'il faut agir si on veut voir une réduction dans l'environnement. Évidemment, les pouvoirs publics et les autorités européennes sont au courant de cette situation. Et donc, par exemple, ça fait plus de 50 ans que les véhicules automobiles sont réglementés en pass-by noise, bruit de passage,
règlement 51, et les manufacturiers de pneus ont aussi leur réglementation, ça vient d'être présenté, R117, pour dire bon ben voilà, il faut mettre sous contrôle à la source. Ça veut dire concrètement qu'on fait des essais d'homologation pour nos voitures et qu'on compare le chiffre qu'on obtient en décibels, parce qu'il nous faut bien en ingénierie des unités physiques pour travailler. On compare cette valeur, le résultat, à une valeur limite qui n'a fait que descendre sur les dernières années. Et par exemple, l'automobile est passé à 68 dB cet été. Avant, c'était 70, et 4 ans avant, c'était 72. Donc en fait, on est sur un escalier avec l'espoir, enfin je pense que les gens qui pondent ces réglementations se disent, évidemment, si toutes les voitures qui sortent des usines répondent à des règlements qui sont de plus en plus exigeants, alors on va avoir un environnement sonore qui va s'améliorer. Eh bien, pas du tout. En fait, il y a plusieurs études qui montrent que par exemple, cet été à Internoise, il y a eu une intervention d'un organisme allemand qui a étudié la bruyance du parc routier, enfin la diminution de la bruyance du parc routier depuis 20 ans en Allemagne, c'est de l'ordre de 0,8 dB en 20 ans. Pourtant, il y a eu des steps réglementaires qui ont fait travailler les constructeurs automobiles, qui ont cascadé des spécifications sur les manufacturiers de pneus, et le résultat, c'est l'épaisseur du trait, c'est-à-dire des valeurs qui sont plus faibles que les variations naturelles liées à l'usure des routes, par exemple. Pourquoi ? Parce qu'en fait, depuis une bonne quinzaine d'années, le bruit extérieur d'une automobile est piloté par l'état de la route. On doit jouer sur les caractéristiques du pneu dans un terrain de jeu qui est contraint, comme Christian vient de l'exposer. Mais en fait, quand on regarde tout l'arsenal réglementaire qui est en place, il y a donc des réglementations au niveau des constructeurs automobiles, des réglementations acoustiques au niveau des manufacturiers de pneus. Sur la route, il y a pour ainsi dire rien. En tout cas, il y a des obligations parfois de déclaration, mais sans aucune valeur limite. Et par ailleurs, les observatoires du bruit, quand elles sortent des cartes, par exemple, quand elles font de la simulation du bruit dans l'environnement, en fait, personne ne connaît l'état acoustique des chaussées. On ne sait pas. Donc on prend des hypothèses simplificatrices, parce qu'il faut bien qu'on avance et que le problème est compliqué. Et il se trouve, alors pour répondre peut-être même partiellement à votre question, que depuis 2 ans, là, Renault est engagé dans un programme technologique dont une des conséquences, en fait, il s'agit de contrôle actif du bruit de roulement à l'intérieur des voitures, qui effectivement est l'ennemi acoustique numéro 1 pour les voitures électriques. Quand vous êtes dans une voiture électrique, ce que vous entendez essentiellement, ce qui fait le plus d'énergie, ce qui fait tout le bas du spectre, c'est le bruit de roulement. Donc si on veut gérer le niveau acoustique dans un véhicule électrique, il faut travailler sur le bruit de roulement. Alors on peut le faire avec des tas de solutions passives, d'absorption, etc., etc. Mais ça coûte cher et ça pèse lourd. Et peser lourd, c'est pas bien en ce moment. C'est pas une bonne chose parce que c'est pas bon pour l'autonomie, c'est pas bon pour la planète. Donc les technologies actives sont particulièrement intéressantes. Il s'agit d'injecter une onde par le système audio en opposition de phase à ce qui rentre dans la voiture. Mais donc ça veut dire qu'il faut qu'on aille mesurer ce qui rentre dans la voiture. Donc on mesure le bruit de la chaussée. Et donc, on a développé, et j'ai breveté pour Renault, là, une technologie qui permet de cartographier, enfin d'utiliser, d'exploiter les signaux de ces capteurs pour aller faire des cartographies de l'état acoustique des chaussées. Et grâce à l'écoute attentive et bienveillante de Bruit Parif, j'ai le plaisir de vous dire qu'on est en partenariat, Renault est en partenariat avec Bruit Parif pour la région Île-de-France, et nous avons déployé un certain nombre de voitures, des Mégane-E-Tech électriques, pour ne pas les nommer, qui sont en train de tourner sur la région Île-de-France et qui remontent quasiment en temps réel des cartes de l'état acoustique des chaussées. On a déjà fait l'expérience avec les équipes de Bruit Parif d'injecter les résultats obtenus dans les modèles de simulation, et on a vu une amélioration des corrélations tout à fait très sensible, quoi. L'erreur entre le calcul et la mesure est passée de 5 dB à 1 dB, quoi. Donc on sait qu'on est allé chercher de la bonne façon le bon paramètre qui vraiment explique en tout cas le niveau de bruit dans l'environnement. Cette démarche, on est en train de
de la diffuser ou de la déployer dans plusieurs villes. Il y a Le Mans, qui est un pôle acoustique certain en France, qui s'est intéressé à la démarche. Et donc, on s'est proposé comme ça, aux collectivités, aux territoires intéressés, le déploiement d'une technique qui s'appelle Apache, ça veut dire auscultation du profil acoustique des chaussées et de leur efficacité énergétique. Et je terminerai là-dessus parce que c'était peut-être la partie la plus importante, en tout cas pour moi, du dossier, c'est que Christian nous a dit, au plus une route est rugueuse, au plus elle est bruyante. Okay, au plus une route est rugueuse, au plus elle est frottante également. C'est-à-dire au plus le pneu perd de l'énergie pour conserver la vitesse du véhicule. D'accord ? Donc ça veut dire qu'en fait, il y a une corrélation assez directe entre bruit et consommation énergétique. Et on fait des cartes donc, de l'état acoustique des chaussées, on fait aussi des cartes de surconsommation énergétique du trafic liées à l'état des routes. Et on corrèle les deux. Et les premiers résultats qu'on a pu formuler, c'est que 3 dB d'augmentation, quand on double l'énergie, l'amplitude de l'onde acoustique en bordure d'une route, on a augmenté de 1% la surconsommation énergétique. Alors individuellement, ça ne veut pas dire grand-chose, mais vous prenez l'autoroute la plus empruntée d'Europe, j'ai nommé le périphérique parisien, 250 000 voitures par jour, vous multipliez par 250 000 et par 365, 1, 2, 3% en plus liés à l'état du périphérique, et vous montrez en premier calcul de coin de table que si on refait le périphérique demain matin, avec un enrobé, avec des bonnes propriétés, etc., en moyenne, on gagne 5 dB, à certains endroits moins, mais à certains endroits beaucoup plus, et le bilan carbone de l'opération est une opération blanche en 3 ans et demi. C'est-à-dire que ce que vous avez émis en carbone pour refaire la route est compensé par le gain en consommation des véhicules qui passent dessus. C'est très important parce que ça veut dire que la pollution sonore, ce n'est pas un dossier en plus. Ce n'est pas ah bah tiens, il y a les gaz nocifs, il y a les particules, et puis ah oui, tiens, en fait, il y a le bruit avec ces unités bizarres, ces logarithmes et tout ça. Non, non. Le bruit, 146 milliards, pour revenir au début du propos, 146 milliards de coût social du bruit, c'est le bruit des machines qui consomment de l'énergie. Et d'ailleurs, au plus elles en consomment et au plus elles en consomment mal, c'est-à-dire avec un mauvais rendement, au plus elles font de bruit. Donc le coût social du bruit, la situation acoustique dans laquelle on est aujourd'hui, ce n'est autre que le signe de la débauche énergétique dans laquelle on vit. Ce matin, Éric Orsena a mentionné, ou je ne sais plus si c'était lui, a mentionné d'une part l'homme des cavernes qui avait sa flûte en os et de l'autre côté le concert d'ACDC. La différence entre les deux, c'est les kilowatts. Hein. Donc le bruit comme un indicateur finalement. Hein, exactement. Une projection sur notre espace hypersensible et hyper reptilien de la situation, enfin du grand problème énergie-climat. Voilà. Ouais. J'aurais une question à poser. Oui. Je suis là. J'aurais une question à poser au niveau des villes. On a beaucoup de ralentisseurs. Et je me posais la question de savoir s'il y avait un impact justement entre les pneus, dont vous parliez des pneus, et au niveau sonore. Et par ailleurs, il y a un certain nombre de villes qui mettent des pavés plats, certes, mais on entend très bien dans l'habitacle pour les piétons, pour les passages piétons. Qu'en est-il de l'impact justement au niveau décibels à ce niveau? Parce que ça se développe de plus en plus au niveau des ralentisseurs. Merci. En fait, quand on passe sur un obstacle, de manière générale, on va faire plus de bruit parce qu'on va injecter plus d'énergie en fait aux pneus. Donc quand vous passez sur un ralentisseur, vous avez déjà une part qui est liée au groupe motopropulseur, donc vous avez freiné, accéléré. Là ce matin on parlait du périph' et des accélérations et des freinages, ça génère du bruit. Et même si vous passez à vitesse constante en fait sur un obstacle, vous allez injecter de l'énergie dans le système et vous allez faire plus de bruit en fait. C'est quasiment inévitable. Et ensuite vis-à-vis des pavés, en fait il y a une irrégularité qui fait qu'on va aussi solliciter le pneu d'une certaine manière, qui va générer plus de bruit, ou en tout cas un bruit qui peut sembler moins harmonieux que ce qu'on a sur une route. Et du coup, est-ce qu'il y a un travail avec les collectivités locales à ce niveau pour limiter justement l'impact par le revêtement des routes, puisque ça se développe de plus en plus en fait? Oui, précisément. En fait, les cartes que nous sortons avec la technologie Apache permettent en fait de prioriser les travaux de réfection qui coûtent cher et qui sont lourds à organiser en disant ben voilà, si on met la priorité sur la pollution sonore,
eh bien, c'est tel tronçon de route qu'il faut faire en priorité au vu du fait que la qualité acoustique de la chaussée est mauvaise, qu'il y a un trafic important dessus, et peut-être qu'à proximité, il y a une école, un hôpital, etc. Enfin, on est dans une zone sensible. Et vous savez, en fait, quand on regarde les chiffres, en gros, là, c'est 30% des chaussées qui sont vraiment en mauvais état, 40% qui méritent une réflexion, et pour le reste, enfin voilà, en fait, on n'est pas en train de dire que la solution, c'est refaire toutes les routes de France tout de suite, enfin, d'un seul coup. Hein. On sait où est-ce qu'il faut prioriser. Mais Thomas, ce discours, nous l'avons ici, là, dans le cadre de la semaine du son de l'UNESCO. Est-ce que ce discours, il est entendu par nos politiques aujourd'hui, d'après vous? Est-ce qu'aujourd'hui, ce discours est entendu? Alors, je ne peux que me retourner vers Olivier Blon. Je parlais tout à l'heure de son oreille attentive et bienveillante. Effectivement, donc je vous dis, Renault a déployé la solution Apache en Ile-de-France. Olivier, je ne sais pas si tu veux. Est-ce que ça va déboucher? Commenter. Alors peut-être que... Oui, Olivier, on peut lui donner le micro, Olivier, peut-être? Ou bien une question Merci. Très clairement, les communes prennent conscience des enjeux de bruit et sur le sujet de la chaussée, eh ben, grâce aux travaux d'Antoine, on a des outils maintenant pour, comme il l'a dit, prioriser les endroits sur lesquels on pourrait, où il faudrait agir. Évidemment, on est dans une situation critique en termes de finances publiques pour toutes les raisons que vous savez. Il y a une forte incertitude, il y a une forte constriction des budgets. Nous, à la région Île-de-France, comme je l'ai dit dans les propos liminaires, on a choisi de doubler notre budget d'action sur la route. Hein, donc on passe à 30 millions d'euros, ce qui est peut-être encore insuffisant, mais qui est considérable et qui va nous permettre d'agir fortement. Et effectivement, on est très, 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 très curieux des résultats finaux du travail de Thomas Antoine et de Renault, parce que c'est un outil essentiel. Parce qu'encore une fois, ça nous permet de prioriser. On ne pourra pas tout faire, mais là où ce sera nécessaire, là où ça touchera le plus de gens, on aura des moyens. Et juste pour rebondir sur les ralentisseurs, aujourd'hui, notamment à Bruy-Paris, mais les collectivités qui sont un petit peu en veille le savent. Il y a des dizaines de milliers de communes en France, donc on n'est pas tous au même niveau. La région, elle accompagne celles qui ont envie d'agir avec nous. Il y a des alternatives. Il y a des alternatives pour ralentir la voiture sans passer par des dodanes, donc avec des marquages au sol par exemple, tout un ensemble de dispositifs qui sont plus efficaces. D'une certaine manière, j'espère que dans quelques décennies, parce que ça va prendre un petit peu de temps, on sera passé à autre chose. J'étais dans une voiture électrique hier, dans un taxi qui m'a transporté. C'était terriblement bruyant. Et j'ai pris conscience à un moment donné... Quelle marque, Christian? De l'intérieur, hein, j'étais vraiment à l'intérieur. Et je me suis dit, est-ce que le poids, parce que évidemment, ce véhicule électrique était visiblement assez léger. Est-ce que le poids du véhicule a un rôle très important ou pas sur cette nuisance par rapport Il y a, je te laisserai compléter, Christian. Il y a des choses qui existent sur le lien entre l'excitation et la charge à l'essieu, qui elle-même va imposer des largeurs de pneus, qui elles-mêmes vont intervenir sur la source. Donc il y a une interaction. De toute façon, tout ça est un problème couplé. Ensuite, pour parler du poids de la voiture, évidemment, si on met ce qu'on appelle un train filtré à l'intérieur des voitures, c'est-à-dire la structure qui accueille le train roulant, si elle-même elle est découplée, tout ça c'est des pièces en plus et ça va peser plus lourd. Mais normalement, ça va dans le bon sens. Question? Encore? Oui, devant. Merci beaucoup. J'avais envie de revenir aux pneus et à l'interaction entre le pneu et la chaussée. Et entre les deux, il y a de l'air quand même. Et on n'a pas parlé des sculptures du pneu. C'est aussi un facteur important pour la production de bruit. On sait que les pneus d'hiver qui ont des sculptures plus agressives sont plus bruyants que les pneus d'été et qu'à la limite, les pneus lisses
sont les moins bruyants, même si évidemment ça pose d'autres problèmes. Et puis je voulais dézoomer un peu aussi parce que à l'origine, il n'y a pas toujours eu des cultures d'EVA importées et Michelin n'a pas toujours existé. La vulcanisation a été inventée, je crois, au milieu du 19e. Et si on remonte à des siècles en arrière, on sait que Juvénal se plaignait beaucoup du bruit des chariots métalliques et des sabots des chevaux à Rome. Donc voilà, on était déjà très mécontents du bruit en ville, du bruit routier en ville avant l'existence des pneus. Et certainement, si on revenait à l'absence de pneus, on serait absolument effarés et tous malades. Merci beaucoup pour le commentaire. Je vois que je ne suis pas le seul expert du pneu dans la salle. Je suis impressionné par votre connaissance du sujet. Vis-à-vis de la sculpture, en fait, j'ai été un peu rapide tout à l'heure parce que je ne voulais pas monopoliser tout le temps, mais quand je parlais d'excitation, en fait, le pneu est excité par la route, mais il est aussi excité par lui-même, en fait, et notamment par sa sculpture. Et effectivement, un pneu lisse, c'est un pneu qui est assez peu bruyant. En fait, technologiquement, c'est une très bonne solution, mais qui pose d'autres problèmes qui font qu'on ne peut pas commercialiser des pneus lisses, notamment à cause de l'adhérence mouillée. Mais la sculpture excite elle-même le pneu, et effectivement, en moyenne, les pneus qui ont des sculptures très coupées, très lamellisées, comme les pneus hiver, sont plus bruyants que les pneus été. Ensuite, c'est le savoir-faire du manufacturier de choisir une sculpture qui va venir tout de même avoir un niveau de bruit qui est contenu et diminuer le niveau de bruit. Donc votre remarque, elle est tout à fait pertinente. Est-ce qu'on pourrait imaginer demain le pneu acoustique par excellence, celui qui serait effectivement qui se distinguerait des autres pneus au niveau international par rapport à Goodyear, par rapport est-ce que c'est une idée ça dans la tête des dirigeants de Michelin? Alors, je ne peux pas parler au nom des dirigeants de Michelin, je ne sais pas ce qu'ils ont en tête. Ensuite, d'un point de vue technologique, comme on le disait, le pneu lisse, c'est une excellente solution, mais en fait, qui ne fonctionne pas à cause de l'adhérence mouillée. Donc, on peut imaginer, c'est une vue de l'esprit, un pneu qui soit très très bon en acoustique, mais il aurait en fait des défauts rédhibitoires sur d'autres performances. Et donc, c'est vraiment une question d'équilibre de performance qu'on est capable d'atteindre. Ensuite, tout notre effort de recherche, en fait, on a des milliers de chercheurs sur notre site de l'Adoux, près de Clermont-Ferrand. Une partie de cet effort, il est dirigé vers le progrès sur le bruit, en fait, et on cherche à progresser sur le bruit et sur les autres performances simultanément. Vous avez combien d'acousticiens aujourd'hui qui travaillent là-dessus? Je ne saurais pas vous dire exactement. Pas mal. Je ne dirais pas, mais on a un certain nombre, oui, parce que c'est une problématique importante pour nous. Oui, c'est important. Alors, Astérès, il y a quelques années, à Astérès, donc Nicolas Bouzou, on avait demandé à cette structure de nous faire un état des lieux, effectivement, de ce que pourrait rapporter, en fait, l'industrie du sonore au niveau national. Et qu'est-ce que pourrait rapporter, en fait, l'industrie, en fait, du sonore, en fait, en termes de rapport par rapport au PIB, quoi. C'était une question qui m'avait été d'ailleurs posée par Bernard Lamy. Et qu'est-ce que c'est que le sonore par rapport au PIB? Il ne se rendait pas compte quand j'ai essayé de poser la question du sonore sur un plan financier et économique. Eh bien, nous sommes arrivés à 32 milliards d'euros, en fait, 32 milliards d'euros qui se répartissent dans différents secteurs, entre le BTP, évidemment, l'audiovisuel, évidemment les télécommunications, etc. Mais le BTP, tout ce qui touche effectivement tout ce qui touche au secteur de l'automobile et du BTP, c'est 4 ou 5 milliards d'euros quand même, c'est important. Autrement dit, ça fait gagner de l'argent à la France. Et je crois qu'il faut se dire aussi, je le dis un peu personnellement aujourd'hui, j'en profite en tout cas dans ce lieu qui est un symbole de la réflexion, je pense qu'il faut se dire qu'on peut gagner de l'argent avec le sonore. Or, on a cette impression, et nos politiques, parce qu'on est dans ce monde politique aujourd'hui, on a toujours cette impression que quand on parle du sonore, c'est fait pour perdre de l'argent. Ça coûte cher, quoi. C'est toujours un truc. Et en plus, ça ne se voit pas. Hein. Donc il faut, à mon sens, renverser la vapeur et se dire qu'aujourd'hui, avec le sonore, on peut se positionner sur le plan national et international et faire gagner de l'argent à la France. Tu veux dire quelque chose? Oui, ça appelle enfin, j'ai deux chiffres que je peux partager avec vous. Le premier, c'est qu'il a été estimé que pour l'industrie automobile européenne, pour passer le dernier step de conformité à 68 dB, l'industrie a dépensé 25 milliards d'euros, avec un impact environnemental quasi nul et avec un impact pour ses propres clients
quasi nul aussi. C'est-à-dire qu'en fait, si vous roulez dans une voiture à 70 dB ou 68 dB, à l'intérieur, vous en tant que client, ce sera la même chose. Le deuxième, c'est une étude de bruit par riff qui est très éloquente pour relier le bruit à des aspects économiques. 1 euro investi sur la route, c'est 17 euros à 20 euros gagnés sur le coût social du bruit. Donc si on rembobine tout, 25 milliards si on les avait utilisés à refaire des routes au bon endroit, etc., on aurait eu un retour sur dépenses de 17 fois 25 milliards. Quoi, hein. C'est énorme, énorme. On a encore une question. Oui. Non, on a une question ici, depuis tout à l'heure. Je m'excuse, c'est peut-être un peu du réchauffé pour Michelin. Il y a quelques années, vous aviez travaillé ou présenté un projet de pneus sans volume d'air. Est-ce que ce n'est pas une voie? Est-ce que ça a un effet sur le bruit? Alors, en fait, vous parlez sûrement d'un objet qui s'appelle Optis, en fait, qui est un pneu sans air et qui est en cours d'expérimentation aujourd'hui en France avec La Poste et à Singapour avec DHL. Et cet objet-là, sa vocation première, c'est de résoudre des problématiques rencontrées par nos clients vis-à-vis de l'endurance principalement et de la capacité à opérer leurs opérations. Donc pourquoi est-ce qu'on déploie ça à La Poste et chez DHL? C'est pour s'assurer qu'ils seront capables de poursuivre leur business quotidien parce qu'ils n'auront pas d'avarie liée aux pneus. Donc ça, c'est la raison première d'être de ces objets. Ensuite, vis-à-vis de l'émission de bruit, les mécanismes sont complètement différents parce que les ondes sonores ne se propagent pas du tout de la même manière. Et si vous avez vu le design, il y a des ailettes, donc on peut se dire c'est peut-être un peu plus bruyant qu'un pneu classique, mais en fait, ce n'est pas le cas. Quand on fait des mesures réglementaires, on est à peu près à un niveau de bruit qui est similaire à un pneu standard qui est gonflé sous air pressurisé. Alors la question, c'était, il n'y a plus de caisse de résonance qui est la chambre à air. Vous avez parfaitement raison. En fait, les mécanismes de propagation ne sont pas du tout les mêmes. Donc le pneu ne fait pas du bruit pour les mêmes raisons que le pneu sans air. Mais quand on regarde au global le niveau de bruit émis, il est très similaire entre les deux solutions. Question. Une question qui est inspirée par mon passé professionnel. On vous a entendu sur le fait que la micro-rugosité crée des bonnes choses, à la fois en termes d'absorption et en termes d'adhérence, donc on va dans le bon sens. La micro-rugosité, on sait très bien faire ça avec les charges minérales, à la fois dans les revêtements et dans les pneus. Alors la question, c'est un peu, est-ce qu'il y a une recherche en cours avec les fabricants d'enrobés, d'une part, avec les fabricants de charges minérales, d'autre part, pour voir s'il n'y a pas des conditions, des combinaisons optimales, charge minérale de l'enrobé, charge minérale du pneu, sculpture du pneu peut-être un peu diminuée parce que la charge minérale crée les microporosités qui permettent de faire une partie du travail que font les sculptures et de façon à diminuer considérablement le bruit et augmenter l'efficacité. Il y a depuis très longtemps, on met du métakaolin dans les pneus ou des choses comme ça pour augmenter sa résistance, mais est-ce qu'on a été au bout de cette logique-là? Et notamment, je pense à des minéraux qui auraient une surface spécifique très importante et donc une absorption à la fois du bruit et en plus une adhérence qui serait améliorée. Voilà, question. Alors c'est aussi une très bonne question. Alors je ne sais pas si on a été au bout de la démarche, parce que je pense que c'est une problématique technique et scientifique qui est presque inépuisable. Mais pour répondre à votre question, on a des recherches en cours sur le sujet chez Michelin, en fait, c'est une problématique qui nous intéresse. Et on a des partenariats avec certains fabricants de routes que je ne citerai pas, mais où on s'intéresse à comment faire en sorte que la route et le pneu soient le mieux appairés possible pour augmenter le niveau d'adhérence des pneus et diminuer les distances de freinage. Donc la réponse à votre question est oui, c'est un sujet sur lequel on travaille. Oui, je me demandais, le problème d'adhérence avec les pneus, évidemment, c'est aussi le gonflage. Est-ce qu'un pneu sous-gonflé ou surgonflé, ça change beaucoup les choses? Alors en fait, on fait des recommandations de gonflage en lien avec les constructeurs sur un niveau de pression. Et si les personnes qui conduisent n'entretiennent pas leurs pneus correctement ou ne respectent pas les conditions d'usage, ça peut avoir un impact sur la distance de freinage. Donc clairement, si vous êtes très fortement sous-gonflé ou très fortement surgonflé, vous pouvez avoir un impact sur la distance de freinage, tout comme si votre véhicule est surchargé, vous aurez un impact aussi sur la distance de freinage. Voilà. Est-ce que
Je voulais poser une question à Antoine, savoir à Thomas, c'est savoir si ce fameux projet Apache, qui a reçu un décibel d'or tout de même, en fait, est un événement national et unique au niveau international. Alors à ma connaissance, oui, c'est un brevet Renault et puis les premiers déploiements. Enfin, je ne connais pas de démarche similaire. Il y a un existant au niveau des organismes qui s'occupent du contrôle des routes, mais on est en train de parler de remorques qui coûtent, enfin qui se comptent sur le doigt de la main en France. Enfin bref, c'est pas du tout la même portée, c'est pas du tout le même déploiement, et finalement, c'est pas du tout la même optique. Mais pour répondre à ta question, Christian, à ma connaissance, il n'y a que pour l'instant à Paris et au Mans que c'est en cours de déploiement. C'est important de le dire. Et comme j'aime bien le demander à chacun de mes intervenants, une petite phrase pour conclure, chacun d'entre vous, sur ce thème qui est celui que nous venons de peigner en quelques mots, un mot important qui vous paraît essentiel pour clore cette rencontre. Je vais répondre juste avec un mot, oui. Et ce serait route. Voilà, parce que je pense que c'est un mot dont on a beaucoup parlé aujourd'hui dans cette séance. Merci. Et Thomas? Si c'est un mot, j'aurais dit systémique. En fait, je pense qu'il faut évacuer de notre esprit la pensée magique qui consisterait à dire on n'a qu'à changer la voiture, on n'a qu'à changer le pneu. Enfin bref, tout ça, le problème tel qu'il a été décrit dans la présentation de Christian, on voit bien que là-dedans, il y a des considérations de comment on organise la ville, quelles sont les sources. Enfin bref, il y a plein de paramètres et c'est un problème systémique. Voilà. Merci à vous deux, vous avez été extrêmement clairs. On peut les applaudir, je crois.